Voilà, on va regarder un peu maintenant le format MP3 en quoi il consiste. On va toujours juste regarder dans Wikipédia pour commencer. Donc le MP3 c'est en fait MPG1 Audio Layer 3, MPG2 Audio Layer 3, Audio Layer 3. Donc MPG c'est une norme de compression vidéo et audio. Et il y a plusieurs types, hein, MPG 1, 2, 3, 4. Ce sont les différentes, on va dire, qualités. Au début, on avait MPG 1, c'est pour la qualité, je pense, style VCD. Longtemps, il y avait ça s'appelait des VCD, des vidéos codées pour tenir sur un CD. Puis il y a eu l'MPG 2, je pense que c'était pour la DVD. Il y a maintenant après il y a le MPEG 3, mais bon, il n'a pas été fort utilisé, je pense. Et le MPEG 4 qui ressemble un peu à du DivX, format DivX. Et au niveau de l'audio, les MP3 en fait c'est pas MPEG 3, c'est MPEG 1 Audio Layer 3. Et apparemment, il peut avoir aussi MPEG 2 Audio Layer 3. Donc, regardez un peu. Donc ici, ils disent que pour la compression audio, MP3 utilise la compression de données avec perte, comme je vous avais expliqué, pour encoder des données en utilisant des approximations inexactes et en éliminant des parties de données. Voilà. Alors la compression MP3 fonctionne en réduisant ou en approximant euh, la précision de certains composants du son qui sont considérés par une analyse psychoacoustique au-delà de ce que les humains, la plupart des humains peuvent entendre. Et les informations restantes sont encodées après d'une façon optimisée en termes d'espace en utilisant des MDCT. Donc c'est une transformée en cosinus discret modifié, et FFT, donc Fast Fourier Transform, transformé de Fourier rapide. Donc on va déjà regarder un peu parce qu'il y a transformé cosinus, transformé de Fourier, discret, tout ça. On va regarder un peu c'est quoi toutes les différences à ce niveau-là. Et comparé à la qualité CD audio, on peut obtenir plus ou moins entre 75 et 95% de réduction. C'est comme on avait vu au début de la vidéo. On avait plus ou moins un dixième de la taille du fichier qui n'était pas compressé. Voilà, approximativement 9%. Voilà. Bon, l'histoire, on va pas s'intéresser à ça maintenant. Standardisation. Internet distribution. Ah ouais, ça c'est déjà un peu plus intéressant. Donc un fichier MP3, c'est quoi? C'est un header suivi d'une donnée, suivi d'un header, suivi d'une donnée, tout ça toujours répété. Ça s'appelle une frame en fait. Donc en fait un fichier MP3 n'a pas de header principal au début. Ce n'est qu'un tableau de frames qui se suivent. Donc toutes les frames qui se suivent. Et une frame c'est quoi? C'est un en-tête et des données. Et apparemment, ça peut avoir une sorte de récursivité dans la structure, puisqu'on peut encore inclure des frames dans d'autres frames. Apparemment, enfin, dans un tag ID3.
Ça, je sais pas ce que c'est vraiment, donc on va pas s'intéresser à ça pour l'instant. Euh, et voilà. Donc ici, on a un header MP3. Comment il est? Au début, on a sûrement des bits de synchronisation. Puis après, on a une version codée sur un bit. On a un layer codé sur 2 bits, mais bon, nous, c'est le layer 3. Le MP3, c'est sur le layer 3, donc ce sera toujours 0.1 apparemment. Et la version, c'est MPEG, peut-être pour MPEG 1. Ça, on va regarder après. Sûrement d'autres documentations sur Internet qui sont plus précises. Protection d'erreur, le bitrate, la fréquence d'échantillonnage. Pas de bits, c'est sûrement pour savoir si la, la frame a du padding, donc du remplissage de 0 à la fin, pour sûrement qu'elle ait une taille précise. Bit, je sais pas c'est quoi, privacy, peut-être, je sais pas. Mode John Stereo, ouais, sûrement stéréo, John Stereo, mono, et sûrement d'autres choses. C'est sûr que c'est recodé sur 2 bits, donc il y a 4 valeurs différentes, pareil. Extension mode, en utilisation de jaune stéréo. Donc si c'est jaune stéréo ici, après on peut avoir plusieurs informations ici en plus. Copy, not copyrighted. Apparemment, on peut même avoir une information pour savoir si la musique est sous copyright ou pas. Original, copy of original media. Je sais pas vraiment. Et l'emphasis, je pense que ça c'est quand on fait un décalage sur les valeurs. Je sais pas vous dire précisément c'est quoi pour l'instant. On va regarder après. Donc un fichier MP3 est composé de frames MP3 qui consiste en un en-tête et un bloc de données. Cette séquence de frames est appelée un flux élémentaire. Alors à cause du bit réservoir, à mon avis, c'est quoi ça? C'est peut-être une sorte de petit réservoir, un petit tableau où on peut stocker des bits entre les frames pour économiser de la place. Donc les frames ne sont pas indépendantes entre elles et on peut pas les extraire à des endroits aléatoires, on va dire. Si on veut décoder une frame, il faut peut-être décoder celle d'avant parce qu'elle contient peut-être des informations nécessaires pour celle d'après. Dû à cause de ce réservoir de données qu'on garde. À mon avis, c'est vraiment pour économiser de la place. Peut-être que dans une frame, s'il nous reste des bits disponibles, on peut les utiliser pour les frames suivantes qui auront peut-être besoin de plus de bits pour stocker les données. Et donc, on a ainsi un réservoir. Mais du coup, on a besoin de savoir les informations des anciennes frames pour décoder les suivantes. Et inverser. Enfin, on verra ça plus tard. Le bloc de données de MP3 contient des informations audio compressées en termes de fréquence et d'amplitude. Donc là, c'est là que ça va devenir vraiment un peu compliqué. Parce que là, ça implique les mathématiques, donc les transformés de Fourier, tout ça, c'est pas si évident que ça. Enfin, pour quelqu'un qui n'est pas mathématicien, moi, je suis vraiment pas mathématicien, donc c'est pas si simple que ça. Alors, le diagramme montre que le en tête MP3 est composé d'un sync word qui est utilisé pour identifier le début d'une frame valide. Donc c'est une sorte de signature pour savoir qu'on est en début on commence une nouvelle frame valide. Puis après il y a un bit qui indique si c'est le MPEG standard et 2 bits qui indiquent que c'est le layer 3 qui est utilisé. Ici c'est le MPEG 1 audio layer 3, donc MP3. Il y a aussi des métadonnées ID3 qui précèdent ou qui suivent le MP3 frame. Le flux de données peut contenir un checksum,
Un checksum, donc c'est une somme de données, donc c'est en gros c'est on va parcourir toutes les données en faisant un calcul mathématique qui va convertir toutes ces données en une sorte de signature, une petite signature. Cette signature-là, on va la sauver dans le fichier. Et après, quand on va décoder le fichier, ben, on va reproduire cette signature, parce qu'on sait comment elle a été créée, quelle fonction mathématique elle a été créée. On va obtenir aussi une signature et on la compare à la signature qui est sauvée dans le fichier. Si la signature est le même, ben, ça veut dire que le fichier n'a pas été corrompu, puisqu'on a exactement la même valeur qui a été enregistrée dans le fichier. Si maintenant le fichier est corrompu, il y a un bit ou un octet qui est corrompu dans le fichier, ben, le checksum va être différent, parce que c'est un checksum, c'est une fonction mathématique qui modifie fortement la sortie si même si un seul bit change dans l'entrée, ça va modifier fortement. C'est une grande entropie, je pense, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc du coup, bah, si quelque chose a été modifié, altéré, bah, automatiquement la signature est différente et on le sait puisqu'on la compare avec la signature qui était sauvée, la signature originale. Et donc, si on sait que les signatures sont différentes, on sait que le fichier est corrompu, et donc on peut soit ne pas le jouer ou afficher un message d'erreur, enfin peu importe. Join Stereo est, est appliqué seulement sur une base Fram. Je sais pas vraiment encore c'est quoi le Join Stereo exactement. Soit c'est encoder un canal, par exemple le gauche, et encoder le droit par rapport aux différences du gauche, ou je sais pas, je sais pas. On regardera ça plus tard. Alors, pour savoir comment le décoder, on va déjà voir comment il est encodé. Donc, l'algorithme d'encodage du MP3 est généralement divisé en 4 parties. La partie 1 divise le signal audio en petites parties, qui sont appelées des frames, et un filtre MDCT est appliqué sur la sortie, donc sur les frames. Donc on divise en petits morceaux le signal. Chaque morceau, on lui passe un filtre MDCT. Puis la partie 2, ça passe le sample, donc sûrement la sortie du MDCT, dans une transformée de Fourier rapide en 1024 points. Et puis un modèle psychoacoustique est appliqué. Donc ça, ce modèle psychoacoustique, en gros, c'est un filtre pour enlever tout ce que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Et ce filtre est donc appliqué après la transformée de Fourier, parce que la transformée de Fourier va en fait décomposer un signal quelconque en somme de signaux sinusoïdaux, en somme de sinusoïdes, avec des fréquences différentes. Et donc, en faisant ça, ben, on a plus facile pour filtrer. Par exemple, si on veut dire au-dessus de 20 kHz, on filtre, ben, on sait voir grâce à la transformée de Fourier, tout ce qui est après 20 kHz, on va voir toutes les fréquences et on peut les mettre à zéro. Et donc, en sortie de ce modèle psychoacoustique, donc on sort avec la transformée de Fourier rapide, on passe dans le filtre, en sortie de filtre, donc on a retiré tout ce qu'on ne nous intéressait pas, et on applique un autre filtre MDCT. Bon, ça, je vous avoue, je sais pas vraiment c'est quoi exactement. Je sais que ça a un rapport, c'est le même style qu'une transformée de Fourier, mais on va voir. Puis la partie 3 quantifie, encode chaque sample. Euh, Ça, on verra exactement c'est quoi. Et la part 4, format de bitstream. Donc, il encode le bitstream avec, en créant le header, l'error check, l'audio data et ancillary data, je ne sais pas c'est quoi. Euh, bon, le MPGD, apparemment, ça double le nombre de sampling rate. Apparemment, justement, c'est pour la qualité. On peut avoir une meilleure qualité que le MPG2 qui sont supportés. Il y a apparemment même le MPG 2.5. Enfin, ça va pas trop s'intéresser à ça. Ouais.
Ouais, il y a le variable bitrate et le constant bitrate. Ça, c'est en gros, chaque frame, en constant bitrate, bitrate, chaque frame a le même bitrate. Donc ça veut dire qu'elle a la même taille en gros. Elle est encodée de la même façon, elle a la même taille, même qualité, en gros, voilà. Puis ils se sont rendus compte que, comme certaines musiques, à certains moments de la musique, il peut avoir de grosses variations de fréquence, alors que bon, passage de musique, c'est plus, on va dire, plus calme, où il y a moins de variations. Ben, les endroits où il y a moins de variations, on peut peut-être encoder ça avec un bitrate un peu plus faible, vu qu'il y a moins de variations, et les endroits où la musique a beaucoup plus de variations, on doit les encoder avec un bitrate plus élevé. Donc du coup, ils ont créé le système, c'est le variable bitrate. Donc ça veut dire que certaines frames ont un bitrate plus faible que d'autres, certaines autres frames ont un bitrate plus élevé. Bon, ça permet d'augmenter la qualité sans perdre trop de taille. L'inconvénient, c'est comme le bitrate est variable, ben, c'est plus dur de décoder le fichier. Si par exemple on veut passer directement à la 5e seconde du MP3, en avance rapide ou quoi, ben on sait pas vraiment où se positionner parce qu'on ne sait pas les frames d'avance à quelle taille elle faisait puisque c'est un bitrate variable. Il faut chaque fois lire le header de chaque frame pour savoir exactement combien elles prennent de taille et pour pouvoir passer ainsi les frames. Donc ça, on va peut-être commencer par faire nous un MP3, un lecteur MP3 juste en constante bitrate et après on verra. Euh, le MP3 utilise une structure MDCT overlapping, c'est qui se chevauche apparemment. Euh, c'est ça, je pense. Euh, ouais. Chaque frame MP3 est, de MPG1 est composé de 1152 samples divisés en deux morceaux de 576. Ces samples qui sont dans le domaine de temps sont transformés en un bloc de 576 samples en domaine de fréquence par la MTCT. Donc en gros, ben, notre signal il est dans le temps, puisque c'est une musique, ça évolue sur le temps. Le signal évolue dans le temps, l'onde. Et on va transformer cette onde qui évolue dans le temps en, en, en informations qui sont basées sur la fréquence. Donc comme je vous ai dit, on décompose le signal pour savoir il est constitué de combien de quelle fréquence. Par exemple, il y a un signal de 40 Hz qui a telle amplitude, il y a un signal de 100 Hz qui a telle amplitude, et chaque fois ainsi. MP3 autorise aussi l'utilisation de blocs plus petits, jusqu'à 192 samples. Cette caractéristique est utilisée quand une transition est détectée. À mon avis, ouais, c'est vraiment une petite partie d'audio qui change vraiment dans les fréquences. Bon, là, ils expliquent un peu différents problèmes qu'on peut avoir. Ah, le décodage, lui, est complètement défini par le standard. Il est vraiment défini par le standard. Euh, ils sont, les décodeurs sont certifiés Bitstream compliant. Ça veut dire que la sortie qu'ils produisent pour un fichier MP3 donné sera toujours là, avec une tolérance
au comment rounding, c'est le, allez, quand on fait des calculs en virgule flottante ou fixe, on a droit à une petite tolérance d'erreur. Parce que le nombre de virgules, quand vous les multipliez, les divisez, vous avez fait des opérations avec, il peut y avoir des petites approximations, on va dire. On n'a pas toujours le même résultat. Si vous faites, je sais pas, 4 divisé en 2 ou 100 divisé en 50, ça doit toujours vous donner 2, mais dû à la façon dont les ordinateurs, les processeurs calculent les nombres à virgule, ben, ça peut avoir des petites différences au niveau des virgules vraiment. C'est pratiquement rien, mais il peut y avoir des petites différences. Et quand vous toutes ces petites différences, ben, si vous faites des calculs comment qui utilisent des nombres à virgule et puis ces nombres sont de nouveau multipliés, encore multipliés, toute cette petite allez, différence va à la fin faire une différence un peu plus grosse. Pas énorme, mais bon voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir des fois des petits décalages. Et là, il y a une tolérance pour ça. Euh, et, euh, là, il parle du constant de bitrate. Le bitrate, c'est quoi? Bah, c'est le produit du sample rate, donc de la fréquence d'échantillonnage et du nombre de bits par sample. Donc, comme je vous avais dit, une fréquence d'échantillonnage et une précision en bits ou en octets, eh bien, ça vous donne un certain nombre de, de bits ou d'octets par seconde. Les bitrates sont en bits, c'est pas en octets. Donc, si on a 44 100 samples par seconde et qu'un sample, on l'encode sur 16 bits, eh ben, euh, et c'est en stéréo, ouais, il y a deux canaux. Donc, c'est 16 bits fois 2, donc ça fait 32 bits fois 44 100. On obtient ce nombre-là. Ça, c'est le bitrate d'un CD audio pas compressé, en stéréo. Et le MP3 était designé pour encoder ces 1411 kilobits data à 320 kilobits au moins. Donc on a déjà vraiment un bon taux de compression, ça fait déjà diviser en plus que 4. Et on peut faire comment? On peut être sur du 192, du 128, 122, 128, 160, 96. Bon, en dessous de 128, ça commence en MP3, ça commence à devenir pas très bon. Et voilà. Euh, voilà. Bon, après, les metadata, on va pas les décoder pour l'instant. L'anciennerie data, je sais pas c'est quoi. Des données que le codeur peut utiliser, l'encodeur peut utiliser apparemment, pour ce qu'il veut. Euh, on va quand même regarder si on trouve pas des informations un peu plus précises. P3, P2. Voilà. Là, on a déjà un peu plus de précision sur un header. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un MP3, comme on avait fait avec le Wave, un éditeur hexadécimal, et on va l'ouvrir tout simplement. Hop, voilà. Bah là, justement, un tag guidé, ça commence mal, parce que c'est pas ce qu'on voudrait lire pour l'instant. Moi, je voulais tomber sur une frame. On va avoir MP3, ID3, tag, pour voir, pour le passer. Comment on fait pour le passer? Et en plus, il y a différents types d'ID3, le V1, V1.2, V2. Quoi. Ça devient un sacré projet à faire. Si on veut trouver MP3 implémentation, main structure, je sais même pas c'est quelle version.
ID3. Est-ce que là, c'est le numéro de version? Et à 04 après. On va voir. Header. Ah ben voilà. La première partie du tag ID3V2 de 10 octets, et c'est comme ça. Donc on a ID3, puis on a 0400. Voilà, c'est ce qu'on a ici, 0400. Ensuite, euh, les flags. Flags, 4 flags, on s'en fout. 1, 2, 3, 4, voilà, et ensuite, attendez, est-ce que je me suis peut-être trompé? Ah oui, c'est que 1 octet le flag. Je pensais que c'était 4 octets, je vais mal regarder. On revient ici, 0400, et là c'est le flag qui est à 0. Ok, donc il n'y a rien, il n'y a pas de footer présent. Et l'id size c'est 4 fois. Euh, le flag il est là. ZZ6 sur 4 octets. Et c'est moins 80. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, on est sur du 64 kilooctets fois 4. Ah non, il veut dire que c'est 4 fois ici. Donc, c'est un tag de 64 kilooctets, apparemment. Attends, de padding. 64 kilooctets, donc, ça me paraît beaucoup. Il faut retirer la taille du header, en plus. 10 000. Comment ça, 10 000? La chanson? Ça me semble énorme. C'est un peu trop, j'ai mal compté. Hop, c'est bien ça, là. Hop, hop. Ah, plus ou moins ici. Bon, après, le header, c'était, la taille du header, c'était, ça veut dire quoi? Ah, apparemment, le premier, attendez, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme si le premier, enfin, le bit de poids le plus fort, c'est toujours à 0, alors, dans chaque octet de la taille. Bon, nous, ça ne change rien, parce qu'on avait un 1. Donc, ok, c'est pour ça qu'ils disent que le ZZ est à moins que 80. Il doit jamais avoir de 1 au-dessus. On a c'est juste pour être certain que notre, c'est une vérification supplémentaire. Et, donc, ouais, ok. Et ça est de la somme de byte length
extended header, le padding and the frame. Synchronisation. Voilà. Total size. Total size moins 10 bytes. Pourquoi moins 10? Extended header. Ah, il compte pas le header en lui-même. Ok. Et il fait 10. Ok. Et si un footer, c'est aussi 10. C'est aussi 10 à mon avis. C'est pour ça qu'il faut rajouter 20. Donc ici, eh bien, on a 10 000, mais en fait, c'est ici que ça commence apparemment. Logiquement, ça commencerait ici la frame. Ça me semble bizarre, quand même, par rapport aux données qu'on a. Ça me semble vraiment bizarre. Padding. Vous voyez ici, le padding, s'il y a du padding, c'est vraiment presque optionnel. Mais si un padding, c'est de 3800. From header flag, from statue flag, tableau d'application, sync save. Le IS bit 70 head, ouais, c'est ça. Donc le bit de poids fort est toujours à 0. Bah alors, un 32 bits sync save integer 428 bits information. 255 encoded à 16 bits sync save integer 383. Ah ok, d'accord, c'est pour ça que ma tête n'est pas bonne. Ouais, ok. Je vous expliquer. Franchement, c'est pas évident. Enfin, c'est pas simple ce qu'ils ont fait. Bon, après, ils ont eu leur raison. Ça m'arrange pas. Donc, euh, pardon, il faut revenir ici. Allez, hop, voilà. On va revenir tout au début. Donc, on est arrivé à la taille qui était, donc on a l'ID 3, le 0400, on a le 0 des flags, et donc la taille commence ici, on a ça et ça. Et moi, j'avais décodé en regardant ici. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Par contre, l'indianesse, je sais pas si, ouais, l'indianesse, apparemment, c'est toujours un Little Indian. Attendez, je dis pas de bêtises. Ah, là, ce serait un Big Indian. On dirait que c'est un Big Indian. Bon. En tout cas, regardez, ici, c'est 0, 0, 0, 0, 0, enfin, 0, 0, 1, 0. Donc, on va faire ça. Donc, c'est ça, comme ça. Donc, en fait, le 0, 0 ici, c'est 100 en bits, c'est ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, lui aussi. Puis après, ici, il y a un 1. Et ici, il y a un 0. Donc, maintenant, si c'est en Big Indian, ça voudrait dire, je vais le mettre ici plus bas. Ici, ça ferait donc, en fait, le bit là n'est pas utilisé. Donc, on va le mettre entre parenthèses et on va pas le compter. Pareil pour celui-là. Pareil pour celui-là. Et pareil pour celui-là. Donc, en fait, il faudrait compter bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Et pas bit 8. Donc, bit 7 à 1, ça veut dire 2 exposants 7 à 1, ça veut dire 128. Ça voudrait dire que si c'est codé, ça veut dire 128. Ok. Maintenant, si c'est en Little Endian, si c'est en Little Endian, en fait, c'est comme si on avait ça. Euh, Celui-là va tout à gauche, bon, c'est le même, et celui-là va tout à droite, donc c'est le même. Par contre, celui-ci, il est là, et voilà. Hop, pardon, hop, voilà. Et dans ce cas-là,
Donc on stocke, on les a stockés ainsi, mais il faut les lire de droite à gauche. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Comme ça. Donc, hop. C'est comme ça qu'il faut les lire, c'est en Little Endian. Et là, à ce moment-là, ben, le bit, il serait plus, le bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et c'est le bit 14 du coup. Et le bit 14, c'est du exposant 14, ça fait 1024, c'est 10, 2048, c'est 11, 4096, c'est 12, 8192, c'est 13, donc c'est 16384. Quand même vérifier. Ah, normalement, c'est ça. Du exposant, c'est 14. Ah ouais. Ah, ainsi. Du 16384. Ok. Donc, soit on est à la position 128, on est à la position 16384. Apparemment, ça serait 128. On va regarder. D'après l'information ici. Puisqu'on voit que ici, il dit que c'est 255. Donc, c'est bien qu'on lit de gauche à droite. On va voir. Euh, donc, si on a 128 plus les 10, on a 138. Enfin, non, pardon. 128 en hexa, ça fait... c'est pas 80, ça, je pense. On va regarder. 128 en hexa. Ah, si ça m'intéresse pas. Voilà, 80. 80 et plus 10 en hexa, donc ça ferait 90. Donc on commencerait ici en fait. C'est bien possible. Par contre on a beaucoup de zéros. Ça me semble déjà plus logique. Maintenant, on va regarder. Ah, attendez, juste 16384. 16384. Au cas où ce serait quand même en 4000. Donc on sera 4010. 4010, on serait ici. Non, il me semble qu'on est toujours dans les données. On voit bien qu'il n'y a pas vraiment de différenciation de données. Là où on voit qu'il y a vraiment une différence, c'est ici en fait. J'ai l'impression que les données commencent vraiment ici. Maintenant, ce qui est possible, c'est qu'ici, on arrive sur un autre type de tag. On voit info ici. C'est bien possible. En fait, c'est simple. Si on arrive sur un bon frameheader, tous les bits doivent être à 1. Enfin, les 10 premiers bits, les 12 premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Les 11 premiers bits doivent être à 1. Donc, on doit déjà avoir un FF. Tous les bits à 1 ici, c'est FF en hexa. On devrait avoir un FF pour commencer. Donc, c'est sûrement pas... Ici, ça commençait par 0. Ici, un FF. 80. 81, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90.
Ce serait 10 décimales alors. Je me suis peut-être trompé. La taille du header. Ah oui, c'est 10 décimales. Ouais, donc fallait pas rajouter 10 hexadécimales, donc 80 hexadécimales, on passe à 90 hexadécimales. Fallait rajouter 10 décimales, donc de 80 plus 10, ça fait 8A en gros. Et on est bien à la position 8A et on commence bien par un FF. Donc les données commencent bien ici. Donc là, on est dans un tag. Alors, apparemment, c'est toujours pas un tag de Music Man parce qu'on voit qu'il y a du texte. On a info, on a LAVC, on a LM3 ici. C'est un autre type de tag, mais MP3. Imaginons qu'on est dans un frame header ainsi, on va regarder. Donc on a on a les 8 premiers bêta à 1, puis après on a cette partie-là, on a ça. On va faire ça. Donc c'est bien en big endian. On va déjà supprimer. Et nous, on a ça maintenant. Donc ça, on a les 3 A. Donc c'est A, 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 B, B, C, 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 D. Voilà. Donc on a 3 bêta 1 encore, ce qui est normal, parce qu'on doit avoir les bits 7. Et puis on a BB, c'est 1 et 1. 1 et 1, c'est MPG version 1. Donc là, ça a l'air bon. Vous voyez ici, 1, 1, ce serait ça. Puis après, CC, on a 0, 1. CC 0, 1. 0, 1, c'est layer 3. Donc là, ça c'est bon. On est bien en MPEG1 layer 3. Et le D, il a 1. Le D, c'est protection au bit. Qui veut dire qu'il n'est pas protégé quand il y a 1. Il n'y a pas de CRC. Il n'y a pas de checksum. Ok. Puis après, on arrive au... Donc là, c'est bon, c'est bien, c'est bizarre parce que ça me semblait pas une information de son P0. P0, après on arrive là-dessus. Donc ça, c'est la partie d'après. Euh, donc c'est du E, 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 E. Il y a 4 E, du F, un G et un H. Voilà. Alors, E, 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 c'est 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, c'est ici. Ok, 1, 0, 1, 1. On est en même PEG version 1 layer 3. On est sur du 192 kilobits par seconde du bitrate pour cette frame-là. Si c'est du constant bitrate, ça veut dire que tout le fichier est en 192 kilobits de bitrate. S'il est en variable bitrate, bah, je cette frame-là, on est sûr qu'elle est en 192. Les autres, on sait pas. On va regarder d'ailleurs. Je sais pas si on sait avoir l'information ici, ou alors faut aller dans un vecteur pour avoir plus d'infos. Vous voyez, on s'en demande le kilobit. Je sais pas si c'est un variable ou un constant. Je sais pas si on sait le voir ici. On sait sûrement le voir avec des lecteurs un peu plus poussés, mais hop. On verra ça après. FF00. FF00. On est sur, pour le MPG1, du 44100 Hz. Voilà, la fréquence d'échantillonnage, c'est normal. La même que la qualité CD. G, on est sur du 0. La frame n'est pas padded, donc elle n'a pas enfin, il n'y a pas de 0 qui la termine pour qu'elle ait une taille précise. Et le H est à 0, private bit. This one is only informative. Wow. Ça sert à rien, apparemment, il ne sert à rien. Voilà, ok. Ensuite, on passe au suivant, c'est rien que du 0. Donc c'est ça ici. C'est rien que du 0, de toute façon, parce qu'on était sur du 0 ici. Ça, tout est à 0. Donc, I, ouais, I c'est 0. On est en stéréo normal. J, on est en... Ouais, on l'utilise pas parce que c'est seulement utilisé en joint stéréo, donc on s'en fout. K, on est sur du 0, c'est-à-dire que l'audio n'est pas copyrighté. Il n'y a pas de copyright dessus. Bon, ça,
Je sais pas si c'est l'encodeur qui met ça. Ça me semble bizarre que ce soit dans un format de compression. Enfin, soit. Ensuite, 0, c'est une copie de l'original. Ça, c'est des informations qu'on n'aura pas besoin. Et M, l'emphasis, c'est à 0, il n'y a pas d'emphasis. Je sais pas vraiment ça veut dire quoi emphasis. Je pense qu'il y a un décalage sur des valeurs, je l'avais eu en un accent, une accentuation. Dans mon émulateur Famicom, il y a du d'emphasis sur les composantes rouge, vert, bleu d'un pixel. Je m'étais jamais intéressé à ça voulait dire exactement, j'avais les formules, donc je les avais mis directement. Apparemment, de toute façon, ce n'est pas utilisé souvent, donc ça ne va pas s'en occuper non plus. Mais voilà, on a une vraie, ici, vous voyez, on a une vraie frame. Et après, on a sûrement les données audio, et apparemment, il n'y a rien. Et après, on a encore sûrement une autre frame. Donc, on regardera ça. Je vais arrêter pour l'instant. Dans la prochaine vidéo, on continuera à analyser un peu le format. On s'intéresser un peu plus aux maths derrière donc ce format MP3, donc les DCT, les DFT, les FFT, voilà. On s'intéressera un peu plus à ça. On essaiera de comprendre comment ça fonctionne. Logiquement, après aussi du codage de Huffman, c'est un système de compression de données sans perte. En gros, ce système, c'est quoi? C'est vous analysez un texte. Imaginons que c'est sur du texte. Vous analysez un texte. Vous voyez qu'il y a certains mots qui se répètent plus que d'autres, des mots qui ont beaucoup de lettres dedans, des grands mots, quoi, donc, qui se répètent souvent. Ce que vous faites, vous allez créer un dictionnaire de conversion, en gros, qui dit, ben voilà, ce mot-là qui a beaucoup de lettres, qui utilise beaucoup de place, moi, je vais le remplacer par un symbole d'une seule lettre. Et les mots qui sont un peu plus petits, les mots qui sont utilisés un peu moins souvent, on peut se permettre d'utiliser un peu plus de lettres. Vous voyez? En fait, comment, on va créer une sorte c'est un arbre binaire ainsi, pour s'arranger, pour ne jamais avoir, on va dire, le début d'un mot qui pourrait ressembler à un autre mot. Vous voyez? Par exemple, si je dis par exemple que le mot, je sais pas moi, voiture, je l'associe à la lettre juste V. Et qu'après, je vois un autre mot qui est utilisé beaucoup moins souvent, qui a beaucoup moins de lettres, par exemple bus, et je lui associe parce que j'ai déjà associé toutes les autres lettres, et je lui associe VA, par exemple, VA. Le petit mot VA, ça correspond à bus. Donc on a quand même gagné un caractère, ce qui a une lettre en moins. Mais le problème, c'est que VA, ça commence par V, et V, c'est voiture. Donc, comment on sait que c'est voiture ou bus? Donc, normalement, quand on fait le codage Huffman, l'arbre, on s'arrange toujours pour que le début ne ressemble jamais à le début d'un autre mot. Mais le principe, c'est ça, c'est associer des informations qui prennent beaucoup de place en informations qui prennent moins de place. Qui prennent beaucoup de place et qui sont répétées beaucoup de fois. C'est ça l'important, la répétition du mot et la taille du mot. Et on crée un dictionnaire ainsi, qui est en fait une sorte d'arbre binaire, si je me souviens bien. Et, euh, et voilà, donc ça c'est une autre partie, mais ça c'est à la fin, je pense. C'est une fois que toutes les données sont passées dans toutes les DCT, tout ça, FFT, tout ça, et ben à la fin on se retrouve avec des données sous forme de bits. Et ces bits-là, on va essayer de les compresser un maximum en utilisant le codage de Huffman. Donc ici j'ai trouvé des informations. Donc ici c'est le tag ID3 sur Wikipédia, on avait déjà regardé ensemble. Bon, c'est pas si compliqué que ça apparemment. En fait, vous avez deux grandes, euh, deux grandes versions du tag ID3. Donc un tag ID3, c'est des métadonnées qu'on peut insérer dans le fichier audio, donc un fichier MP3.
Et c'est pour ajouter donc du titre, nom d'interprète, commentaire, date de sortie, type de la chanson, tout plein de choses, tout plein d'informations. Et donc à la base, donc autrement dit l'ID3 de base, autrement dit ID3 version 1, donc elle a été conçue en 1996 par Eric Kemp. Et ça consiste juste en un espace de 128 octets placé à la fin du fichier. Voilà. Et les 3 premiers octets commencent par la chaîne tag. Voilà. Donc si on lit un fichier MP3 avec les derniers 128 octets du fichier dedans, les 3 premiers octets de ces 128 derniers octets, c'est la chaîne tag, ben on se retrouve en face d'un tag ID3 version 1. Et donc le format c'est ça, donc on a l'identifiant tag, puis on a 30 octets sur le titre de la chanson, 30 octets sur le nom d'interprète, 30 octets sur le nom de l'album, 4 octets sur l'année de parution, 30 octets sur un commentaire sur la chanson, et un octet pour le genre musical. Donc un octet, on peut coder 128, 256 valeurs différentes normalement. Par contre, bizarrement, ça va que de 0 à 79. Puis oui, non, on peut rajouter la liste, enfin, attendu la liste à 147. Puis une autre version d'IT3, donc la version 2, où la taille du genre musical n'est plus limitée à un octet. Donc ça, c'est les, les, les genres musicaux de base, c'est les extensions de Winamp. Puis on a eu l'ID3 version 1.1. C'est une petite extension de l'ID3. Elle consiste en l'ajout d'un champ pour le numéro de la piste. Mais ça reste à 128 octets parce qu'en fait, ils prennent un octet du commentaire. Donc avant, on avait, autrement dit, avant, on avait 30 octets pour le commentaire et après, on avait le genre musical sur un octet. Là, on a 28 octets sur le commentaire parce qu'après, on a le caractère nul pour arrêter, pour terminer la chaîne de commentaires et pour faire une séparation, en gros. Puis, on a un octet pour le numéro de la piste et puis enfin, on a l'octet pour genre musical. Donc, entre guillemets, c'est pour être la rétrocompatibilité. Puis après ça, on est passé au format ID3 version 2. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu trop limité, on savait pas vraiment faire ce qu'on voulait, on savait pas rajouter d'octets, tout ça. Donc ils ont inventé l'ID3 version 2, c'est beaucoup plus souple. Ici, ils donnent pas le détail du format, mais je l'ai ici. L'ID3, le tag ID3 a aussi plusieurs versions. Là, ils sont à la 2.4.0 apparemment. Et ça se comporte plus comme une frame normale en fait. Donc ici, c'était pas vraiment une frame normale, c'était 128 octets passés en fin de fichier avec un identifiant tag. Ici, ça se comporte comme une frame MP3 normale, donc avec un header de 10 octets, un extended header, une frame, padding, footer, vraiment comme je pense le MP3 header classique. Et donc on a bien le tag ID3 au début, on a 0400, on a les flags sur un octet et la taille sur 4 octets, et c'est la taille est... Allez, la taille... Voilà. Voilà ici. La taille est stockée en 32 bits, sync save comme on avait déjà vu, on avait fait le calcul. Donc, ce qu'on peut faire déjà, de toute façon, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est lire les MP3 frames et jouer le son. Donc, les tags ici, on va pas commencer à les décoder. Donc, ce qu'on peut faire tout simplement, bah, c'est les passer. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ces frames-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on sait que on lit, et quand on a tous ces bits-là 1, et que normalement après on a ça encore à 1, donc BB aussi à 1, et CC on l'a à 0,1, bah, logiquement on est dans une frame, une bonne frame quoi, MP3. Donc on va faire ça comme ça. Donc tout ce qui n'est pas frame, on va pas le lire. Même si on sait que c'est un tag ID3, tout ça, on peut le savoir, mais ça, on s'en occupe pas pour l'instant. Nous, on va lire le fichier octet par octet, on va regarder les bits des octets pour voir, on va analyser tout ça, et tout ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on on va tenter de tomber sur une frame correcte. Et une fois qu'on tombe sur une frame correcte, parce qu'on pourrait, par exemple, à la base de faire ça, faire comme on a fait manuellement, c'est-à-dire, on lit le fichier,
Et on va tomber sur le tag ID3 et on va le calculer pour le passer, et puis passer au suivant et voir sur quoi on tombe, tout ça. Mais ça voudrait dire que par exemple, s'il y a un tag qu'on ne gère pas, c'est un autre type de tag qu'on va pas gérer. Je sais parce que je sais pas si c'est que des tags ID3 et s'il y a peut-être d'autres types de tags dans un MP3. Ou d'autres, enfin d'autres types de frames ou de n'importe quoi. Donc je sais pas. Euh, si on fait que passer directement l'ID3, mais si maintenant on tombe sur quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on ne connaît pas, ça va pas aller. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va lire le fichier et dès qu'on tombe, on va simplement regarder quand on va tomber sur une bonne frame. Et là, on va commencer à la décoder, tout ça. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, pour l'instant. Voilà. Donc ça on le passera, ça on le passera. Voilà. Les fameux fichiers ici. Euh, on va voir un peu. On avait déjà vu. Voilà. Donc ici, c'est toujours la même chose, la sync quantité, tout ça, on avait déjà vu. Les bitrates, la sampling frequency, tout ça, frame length calculation, on peut calculer la taille d'une frame en faisant 144 fois le bitrate sur le sample rate plus le padding. Taille d'information, c'est tous les autres données qu'on va devoir calculer. Main data, il y a les scale factors, Huffman coded data et ONCR information. C'est quoi les scale factors? Là, faudrait regarder c'est quoi. On va regarder c'est quoi après. Ici, il y avait des informations intéressantes, juste pour les différentes techniques utilisées. Donc là, c'est ce qu'on avait déjà dit. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on a dit. En fait, c'est le, le son minimum en fait qu'on peut entendre. Et c'est pas linéaire, ça dépend de la fréquence. On peut entendre plus fort les basses fréquences, enfin, à un niveau plus bas. On peut toujours entendre des basses fréquences. Par contre, si on monte dans les aigus, euh, on doit peut-être mettre plus de son pour les entendre, vous voyez, plus de puissance. Donc c'est défini par une courbe en fait, ce qu'on entend, l'oreille humaine peut entendre. Et donc tout ce qui est en dessous de ce niveau de ces décibels, en fonction de la courbe par rapport à la fréquence, ben, on ne l'entend pas et donc on peut l'effacer. Donc c'est un filtre en plus, quoi. On avait le filtre en dessous d'une fréquence, au-dessus d'une fréquence, ça ne sert à rien de coder, mais aussi en dessous d'un certain niveau de puissance, selon la fréquence, ça ne sert à rien de coder non plus. Donc c'est une autre type de données qu'on peut supprimer pour compter la compression. Le masking effect, c'est un autre type de possibilité d'effacer des informations. C'est basé sur le fait que, en fait, bon, ils expliquent ça comme ça. Si on regarde le soleil, on regarde vers le soleil qu'un oiseau passe devant nous, on ne va pas le voir parce que le soleil il nous illumine tellement qu'on verra pas quelque chose de petit passer. Et dans l'audio, c'est similaire. Ça veut dire que quand il y a des gros sons, on va pas entendre des petits sons en arrière-plan, quoi. Même s'ils sont présents. Comme un orgue qui est en train de, il y a un orgue, on va dire, il n'est pas joué. Et on peut entendre quelqu'un jouer dans une flûte, ou je sais pas, je pense que c'est une flûte. Ça. Mais quand l'orgue est en train d'être joué, ben, la flûte on va plus l'entendre parce elle est masquée par le bruit de l'orgue. Et donc ça sert à rien de coder tous les sons. Donc là pareil, il y a moyen d'enlever des informations pour sauver de la place. Le byte réservoir qu'on avait vu, c'est bien ce qu'on avait dit en fait, c'est un petit réservoir qui sert que
quand on a une frame qui n'a pas beaucoup d'informations, elle n'a pas besoin de toute la taille de la frame, par exemple, et donc le reste des octets, on peut l'utiliser pour la frame suivante si elle a besoin de plus d'informations. Donc ça crée un réservoir. Mais pour ça, du coup, l'inconvénient de ce système, c'est qu'il faut, on peut pas décoder une frame indépendamment d'une autre, puisque peut-être que des informations d'une frame sont dans une autre, dans la précédente. Donc faudra faire attention à ça. Le joint stereo coding, en fait, c'est l'oreille humaine n'est pas vraiment susceptible de savoir exactement où se trouve le son au niveau de l'espace avec une grande précision. Donc, pour certaines fréquences. Et donc, certaines fréquences peuvent être enregistrées comme un signal mono et seulement avoir quelques petites informations en plus, pas tout le signal, mais juste quelques informations en plus pour redécomposer ce format mono, enfin ce son mono en créant du son, enfin du canot, quoi, enfin des canaux stéréo. Ce système-là, c'est appelé intensity stéréo. Et il y a une autre possibilité de joint stéréo, c'est le mid-side MS stéréo. Et comme ils disent, comme les canaux gauche et droit sont souvent similaires, ils encodent le canal gauche plus le canal droit, donc ils font un mix du canal gauche plus le canal droit, et ça s'appelle ça le middle. Et le side, c'est le canal gauche moins le canal droit. Et apparemment, comme on fait canal gauche moins le canal droit, comme ils se ressemblent fort, ben, ça va pratiquement s'annuler. C'est comme si on faisait 2 moins 2, ça fait 0. On arrive à un side canal qui est vraiment faible et on peut peut-être plus facilement supprimer et compresser plus. Vous voyez? Donc on perd un peu d'informations aussi pareil, mais bon, au final, on gagne de la place. Et après, on le reconstruira en refaisant la formule inverse pour récupérer les canaux stéréo. Et le Huffman coding, bah, ça c'est le codage de Huffman. Ça c'est une méthode sans perte, hein. C'est ce qu'on avait dit avec l'arbre. On peut le voir, le codage de Huffman. Ah, voilà, il est là. Voilà. C'est un arbre composé de nœuds et en gros on regarde un peu ce qui est répété le plus et on le met dans un tableau et on essaie de lui faire prendre la taille la plus basse, puisque plus c'est répété, plus ça va prendre de taille, plus de place. Donc, si on pourrait le coder sur moins de bits, ben, on gagne de la place. On verra ça plus tard. Mais de toute façon, c'est simple. Le codage de Huffman, il est compliqué dans le codage. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder, il faut analyser le fichier, regarder tout ce qui est répétitif, tout ça, et commencer à créer son arbre ainsi. Mais une fois que le codage il est fait, donc on enregistre, on va dire, le nouveau texte, enfin les nouvelles informations codées grâce au codage de Huffman, et on doit enregistrer aussi la table de décodage en gros. C'est comme si on avait transformé, on va dire, une langue en une autre langue, et il faut un traducteur après pour traduire, pour reconstituer l'original. Donc la table doit être aussi codée. Donc tout ce qui, le décodage est très simple en fait. Il faut simplement lire le fichier et regarder si on a une correspondance dans la table. Si oui, ben on prend la correspondance et ça c'est la partie décodée et on continue ainsi. En fait c'est tout simple. C'est juste comme si on fait juste, on va voir dans un dictionnaire, hop, à la clé là, ah, on a cette valeur là, on prend la valeur là et ça c'est ce qui est décodé. Et puis on passe au truc suivant, à la clé suivante. Je pense juste la spécificité, c'est que dans le format MP3, je l'avais lu, la table n'est pas encodée dans le fichier. En fait, les tables sont définies dans le standard. Il y a une vingtaine ou une trentaine de tables et elles sont définies dans le standard et donc du coup, on utilisait cette table pour décoder le, les données dans le MP3. Tous les MP3 utilisent la même table. Après, ils peuvent choisir quelle table utiliser. Comme il y a plusieurs tables, il y a une trentaine de tables, comme je vous ai dit. Donc, ils peuvent utiliser, il y a un index encodé dans le fichier pour dire quelle table ils utilisent. Mais les tables sont définies par le standard. C'est toujours la même table.
Par contre, pour trouver les tables, ça, je sais pas. J'ai déjà cherché un peu, j'ai toujours pas trouvé les tables. Parce que, à la base, le format MP3, c'est un format propriétaire, donc normalement, on n'a pas accès aux informations, donc comme les tables, tout ça. Mais je pense que ce format, il n'est plus propriétaire depuis 2016. Il est dans le domaine public depuis 2016, je pense. Le décodage, encodage, la technologie d'encodage et décodage d'un MP3, un format MP3 basique, est libre dans l'Europe. Tous les droits ont expiré en 2012, au plus tard. Et aux États-Unis en 2017 apparemment. Donc c'est libre maintenant. Est-ce que pour autant on peut trouver les informations gratuitement? Ça c'est autre chose. Euh, on regardera ça. Parce que j'ai cherché vraiment et j'ai pas trouvé les tables. C'était pour un peu les informations ici. C'est toujours intéressant de voir les techniques utilisées. Ici, c'est un autre fichier. Je mettrai les liens, tous les liens aussi. Voilà, il parle du codage de Huffman. Vous voyez. Par exemple, ici, on voit que le E, il ne prend que 2 bits. 0, 0. On a un E. Et 0, 1, on a un F. Ça veut dire que normalement, le E et le F sont utilisés plus souvent que les autres. Vous voyez, 18 et 23. Apparemment, on sait qu'on peut plus utiliser. Mais le C, c'est 1 et 1. Pareil sur 2 bits aussi. Donc les trois plus utilisés. Donc C, E, F, ils ont le moins de bits à utiliser pour être codés. Si maintenant on va plus loin, donc 0, pardon, 1, après on va descendre 0, 1, c'est le A, là c'est 3 bits. 1, 0, 1, c'est 0, 13. Ok. Puis 1, 0, 0, 1, c'est D, c'est 0, 0, 8. Et 1, 0, 0, 0, voilà, la place de 1, c'est 0, quoi. C'est B. Donc c'est, voilà. B et D sont les deux lettres les moins utilisées, donc on peut les coder avec plus de bits. Par contre, E, F et C surtout sont utilisés avec seulement codés avec seulement 2 bits parce qu'ils sont utilisés beaucoup de fois. Donc c'est ainsi qu'on gagne de la place. Voilà. Mais bon, comme je vous ai dit ça, ce qui nous intéresse, nous, c'est à la fin, c'est de reconstituer l'inverse. Ça veut dire, on va voir un 0 et un 1 dans notre fichier. Pardon, un 0 et un 0 dans notre fichier. Puis on va le lire, 0, 0. On va aller voir dans notre table, on va voir 0, 0. Ah, c'est un E. Bah, hop, on remplace 0, 0 par E. Puis on passe au bit suivant et on analyse. Et vous voyez, on peut jamais commencer. En fait, une lettre ne pourra jamais avoir le même début, enfin avoir le début d'une autre lettre. Par exemple, 0, 0, ça ne peut être que E. On peut pas avoir un 0, 0 ailleurs. Vous voyez. 0, 1, ça peut être que F. On peut pas avoir un 0 ailleurs. 1, 1, ça peut être que C. 1, 0, 1, ça peut être que A. 1, 0, 0, 1, ça peut être que D. Vous voyez, on peut pas se tromper. Parce qu'en fait, comme c'est des tailles variables, encodées sur des tailles variables, ben, on est obligé de faire comme ça. Sinon, on pourrait se tromper, on pourrait, si c'est la taille FX, on sait dire, bon, on lit 3 bits, puis on lit 3 bits, puis on lit 3 bits, on sait bien que c'est toujours une lettre. Mais là, comme on sait pas vraiment la taille, on sait pas si deux lettres commenceraient par la même chose, on pourrait pas dire, ah, c'est celle-là ou c'est celle-là. Est-ce qu'on devrait aller plus loin? Peut-être, est-ce que, par exemple, si on a une lettre, je sais pas moi, le G ici, que c'est 001, comment je sais si c'est un E ou si c'est un G? Parce que ça commence tous les deux par 00. Donc je peux m'arrêter à E. Donc ça va pas, il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'on construit la table ainsi. Voilà. Ça c'est le modèle psychoacoustique qu'on a vu. Le threshold of hearing, donc c'est ce qu'on avait dit. En fait, on a les fréquences et on a les décibels ici. Ça veut dire, à mon avis, qu'à, je sais pas moi, ici on dit exposant du donc 100 Hz, 10 fois 10, hein, 100 Hz. Eh ben, il nous faut minimum, je sais pas moi, 23, 22, 23 décibels pour que ce soit entendu. Si on est en dessous de 23 décibels, plus ou moins, eh ben, on peut pas entendre 100 Hz à l'oreille humaine. Et puis on s'approche des fréquences, on va dire, entre 2 et 5 kHz, je pense que c'est. Donc là, on est à 1000 Hz, donc on a 1 kHz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz, donc 1000 Hz. 10 000 Hz. Donc ici on a 2, attendez, non, 1, 2, 3, 4. On va dire entre allez, pardon, je raconte 1 kHz, 2 kHz, 2, 3, 4, 5. Entre 2 et 5 kHz, vous voyez, on a besoin de presque pas de décibels pour entendre. C'est là qu'on entend le mieux en fait. Donc tous les sons qui se trouvent en dessous de la courbe, donc si un son est à 100 Hz et qu'il a à 0 décibels, ben on l'entendra pas. Donc on le supprime. Par contre, s'il a 40 décibels, on va l'entendre. Donc on le garde. Donc tout ce qui est au-dessus, on garde. Tout ce qui est en dessous, on supprime. Voilà. Mais ça, c'est dans l'encodage, c'est pas dans le décodage. C'est un peu moins important pour nous. C'est à mon avis, de créer un encodeur MP3 est beaucoup plus compliqué que créer un décodeur MP3. Là, on a la formule qu'on a vue tantôt. Voilà. Ça, on avait déjà vu. Voilà, la série d'informations, c'est ce qu'on va devoir décoder. Le scale factor, ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi. Voilà. Et là, on voit, voyons, header, CRC, série d'informations, CI data. Et le main data, c'est divisé en deux granules. Granule a enfin, plusieurs canaux, s'il y en a plusieurs canaux. Et chaque canal a scale factor, Huffman code bit. L'utilité de scale factor est de réduire le bruit de quantisation. Si les samples d'une bande de facteurs d'échelle sont mis à l'échelle de la bonne façon, enfin, ouais, bonne façon, le bruit de quantification va être complètement masqué. Bon, à mon avis, selon la fréquence, on applique un facteur d'échelle pour pouvoir éviter les bruits. Enfin, on verra. On verra ça. Avec des 300, on s'en fout. Ouais, l'encoding, ça, on l'a vu. MDCT, voilà. Est-ce qu'on a la forme? Et la FFT aussi. J'espère qu'on a la formule pour décoder. Le décodage, c'est ça. Donc, on arrive avec le bitstream. Synchronisation error checking, ok. Scale factor decoding. Huffman info decoding. Huffman decoding. Scale factor et les spline quantisés. Quantification, réordonnée. Joint stéréo decoding, alias réduction, IMDCT, fréquence inversion. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Euh, je vais juste regarder si la formule, non, elle est pas là. Dommage. Je pense qu'ici j'en ai un autre. La formule. Là, apparemment, c'est une technique pour savoir détecter les MP3 de mauvaise qualité. En gros, ils expliquent que on peut acheter des MP3 sur Internet de bonne qualité, style 256 kilobits ou des choses ainsi, et ils coûtent plus cher que ceux de moins bonne qualité, 228 kilobits par exemple. Mais il y a des gens, des petits malins, ce qu'ils font, ils achètent des MP3 de mauvaise qualité, qui coûtent moins cher, ils les convertissent avec des convertisseurs MP3 et ils les réencodent en plus grande qualité, en 256 kilobits par exemple. Et ils les vendent plus cher. Sauf que, comme le fichier a déjà été compressé en 128 kilobits avant, ben, toutes les informations ont déjà été perdues et après on peut réencoder en bitrate plus élevé, ça sert à rien. Vous voyez? Une fois on a dégradé le fichier, on peut l'encoder après tout ce que vous voulez en valeur plus élevée, ça va pas changer la qualité. On va pas récupérer la qualité. Et donc eux, ils ont trouvé une technique pour détecter si le fichier MP3 a sa bonne qualité en analysant le fichier. Bon, bah, ça, c'était juste pour ainsi. Ça, c'est ce qu'on avait vu la fois passée. On va l'utiliser pour décoder nos frames. Le codage Huffman. Et là, on n'a pas d'autres formules que celles qu'on a vues ici, je pense. Euh, elle était où la formule?
Decoding scale factor. Quantizing spectrum. Ah, voilà. Oui, c'est pas vraiment la même formule qu'on a vue. C'est une transforme un cosinus modifié. On fait une première boucle. Et si on fait une boucle à chaque fois dans la boucle, avec n sur 2 cette fois-ci, donc on divise en deux le coefficient, on multiplie par le cosinus de pi sur 2n, fois du i de i c'est l'index ici. Ici, il faut pas se tromper, i c'est l'index. Plus 1 sur plus n sur 2. N, donc ici, c'est la valeur complète sur 2. Enfin, le nombre d'échantillons sur 2. Fois du k, donc k, on est sur l'index ici, plus 1. Ok, bon. Ça doit être plus ou moins le même principe toujours. On verra ça la prochaine fois.